À nous deux! Bonjour tout le monde! Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui afin de vous parler d'un combat. Un grand combat que j'ai mené les 14 dernières années, et c'était celui de me rendre aux Jeux olympiques. La plus grosse compétition au monde, le rêve de tout athlète. J'ai aussi allé pas seulement une fois, mais bien 2 fois, à Londres et à Pékin. Et c'était évidemment un combat contre les autres. J'avais beaucoup d'adversaires, il y avait beaucoup d'animosité, mais c'est aussi souvent un combat contre moi-même. Parce que c'est souvent très difficile de poursuivre un rêve comme celui-là. On a envie de tout lâcher, on n'est plus capable. Et finalement, j'y suis parvenu et je suis venu aujourd'hui pour vous raconter un peu ce parcours-là, puis les outils qui ont été vraiment utiles dans mon cas. Il y a beaucoup de bienfaits au sport. Il y a beaucoup de bienfaits, et que ce soit au niveau de la santé, le plaisir, au niveau le plaisir de bouger, la concentration au travail, dans les études, pour relaxer ou encore pour faire de nouvelles rencontres, toutes ces raisons-là sont bien valables. Et ça donne, quand j'étais plus jeune, mon père faisait un travail qui a fait en sorte qu'on était souvent expatriés. On a vécu, entre autres, au Liban, en Argentine, en Côte d'Ivoire, en Nouvelle-Écosse et dans plusieurs endroits au Québec. Et arriver dans un nouvel environnement, c'est jamais facile. S'intégrer, ça peut être difficile, mais à travers le sport peut vraiment beaucoup aider à ce niveau-là, à s'intégrer. On rit, on s'amuse, on échange des regards, puis on ne sait jamais c'est quoi les nouvelles rencontres qu'on a faites. Donc, j'en ai fait du sport. J'ai fait de la natation, du plongeon, basketball, soccer, taekwondo, judo. J'ai fait de la gymnastique. J'en ai fait beaucoup. Mais le sport pour lequel je suis allé aux Jeux olympiques, c'était l'escrime. L'escrime, j'ai commencé ça à 13 ans, en revenant du Liban. J'ai commencé ça pour les mêmes raisons que j'avais fait les autres sports. Mais dès que j'ai commencé, j'ai découvert que l'escrime, c'est un sport de combat, vieux de plusieurs millénaires. Ça a commencé au temps des Égyptiens. Évidemment, en ce temps-là, c'est plutôt l'art de faire la guerre, de s'entretuer. Mais ça a beaucoup évolué et c'est devenu un sport avec une structure, avec des règles. Un combat d'escrime se pratique sur une piste de 14 mètres de long par 1,5 mètre de large. Pour gagner un combat, il faut faire 15 points. Et il y a combien d'armes en escrime? Il y en a 3. Il y a le fleuret, il y a l'épée et il y a le sabre. Le fleuret et l'épée sont des armes d'estoc. Ça veut dire qu'on peut seulement toucher avec la pointe. Au fleuret, la cible, c'est le torse, en avant ou en arrière. Les jambes ne comptent pas, les bras ne comptent pas, la tête non plus. Et il y a des règles de priorité. C'est-à-dire que si les 2 personnes se touchent en même temps, l'arbitre doit décider à qui va le point, dépendamment de ce qui se passait. L'épée, c'est l'arme la plus simple. Une arme d'estoc également, on touche seulement avec la pointe. Et la cible, en fait, c'est tout le corps. On peut toucher le pied, la main, la tête, n'importe où. Premier qui touche a le point. Si les 2 personnes se touchent en même temps, les 2 ont un point. Et le sabre, ça, c'est mon arme. Le sabre, c'est une arme de taille. C'est-à-dire que, oui, on peut toucher avec la pointe, mais en général, on touche avec le tranchant. On touche avec cette partie-là. On appelle ça le tranchant, mais des fois, on a la question, est-ce que ça coupe? Non. Le matin, je ne prends pas mon sabre pour couper mon pain. Aucun problème. Et la cible, en fait, c'est en haut de la ceinture. Donc, on peut toucher le torse, les bras, la tête. On est très bien protégé. On porte des pantalons blancs, comme ceux-ci, avec une veste blanche que je porte en dessous de celle-ci. Les pantalons et la veste sont faits en Kevlar, qui est le même matériel que dans les vestes pare-balles des policiers. Super solide. Et par-dessus, je porte une veste métallique afin de délimiter la cible. Si la personne me touche avec son sabre qui est en métal, sur ma veste en métal, vu qu'on a un fil qui est branché ici, il y aura une lumière qui va allumer sur la machine afin d'indiquer à l'arbitre que j'ai été touché. Et le masque, la partie pas mal essentielle. Le masque, c'est un grillage, on voit très, très bien. Il n'y a aucun risque. Évidemment, il y a eu des accidents il y a 40, 50 ans, mais ça a évolué et il n'y en a pas eu depuis. Et donc, l'escrime, j'avais commencé ça comme tous les autres sports. Je voulais m'intégrer, j'adorais ça, pour le plaisir de bouger.
Mais dès que j'ai commencé l'escrime, ben, il y a eu quelque chose de nouveau. J'ai eu la piqûre. J'adorais ça. Après le premier entraînement, 1 heure après, j'avais envie de revenir tellement j'adorais ça, puis je pensais juste à ça. Donc, ce que ça m'a apporté, l'escrime, ben, c'est que ça m'a fait rêver. Dès que j'ai commencé l'escrime, je voulais être le meilleur de mon club, le meilleur de Montréal, du Québec, du Canada. C'est simple. Je voulais être le meilleur au monde puis aller aux Jeux olympiques. J'avais 13 ans. J'avais un rêve qui était grand comme ça, j'étais petit de même. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile d'avoir des grands rêves, des grandes aspirations. Souvent, on se dit, ben, est-ce que je suis assez bon pour ça? Est-ce que moi, je vais réussir? On regarde ceux qui ont réussi, et on se dit, wow, je suis pas sûr que je pourrais faire ça. Oui, le parcours va être long souvent, mais ça en vaut la chandelle. Puis avoir des rêves, évidemment, moi, je vis dans le sport, mais on peut les avoir dans toutes les sphères de la vie. Que ce soit avoir une promotion, que ce soit voyager. Les rêves ont plusieurs amplitudes également. Mais le plus difficile, c'est d'aller jusqu'au bout. Puis juste pour vous illustrer ça, je vais raconter un rêve que j'ai eu plus jeune. J'avais 12 ans. Dans ce temps-là, j'avais mon grand frère François, qui était très, très bon à la guitare. Ça faisait longtemps que je voulais qu'il m'apprenne. Un jour, il vient me voir et il me dit « Philippe, je peux t'enseigner. » J'étais super content. Il me donne une guitare. Et là, il m'apprend le premier accord de base. Ça ressemblait un peu à ça. Ça paraissait simple, mais si vous saviez ce qui se passait dans ma tête, oh! Je me voyais dans un grand stade, un peu comme le Centre Bell. J'étais tout seul sur la scène, j'avais 12 ans, j'avais ma guitare, il y avait 20 000 personnes devant moi. Puis ça ressemblait à ça. C'était incroyable! Ici, il y avait des feux d'artifice! Là-bas, il y avait du feu! Le public criait, là! Wouh! Je suis en train de jouer. Je me sentais incroyable. Je laissais un accord, mais le public criait, c'était fou! Malheureusement, j'ai arrêté la guitare 1 semaine plus tard. J'ai arrêté 1 semaine plus tard et j'ai oublié pourquoi. C'est ça le pire. C'est pour vous dire que c'est difficile d'aller jusqu'au bout. De travailler semaine après semaine, mois après mois. Mais un rêve aussi grand et aussi gros, je l'ai eu en escrime. Et je vais vous raconter un peu aujourd'hui les 3 outils qui m'ont été essentiels. La première chose, c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Là. Vous y pensez tous les jours. Bien, première chose, il faut se fixer des objectifs. Des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. À long terme, souvent, c'est les rêves en soi. Dans mon cas, c'était les Jeux olympiques. Mais à court terme, c'était des objectifs. Je voulais faire certains petits résultats, battre quelqu'un à mon club, faire une médaille à une compétition provinciale. Doucement, les objectifs, ils changent. J'ai un objectif à moyen terme. J'avais un objectif qui me tenait vraiment cher. C'était faire une médaille au championnat du monde. Le championnat du monde, c'est une compétition qui a lieu 1 fois par année. Les 4 meilleurs de chaque pays peuvent y participer. Quand j'étais plus jeune, à 16 ans, j'avais participé au championnat du monde cadet dans les moins de 7 ans. J'avais fini 5e. J'avais perdu 15-14. Passé à une touche. Je m'en souviens toute ma vie. J'ai perdu contre un Ukrainien. Il menait 12-5. J'ai ramené 14-14. Il a mis la dernière. J'étais passé à une touche d'une médaille. L'année suivante, je tombais dans la catégorie junior, les moins de 20 ans. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, let's go. On va redoubler d'efforts, on va rendre les bouchées doubles, ça va bien aller. La saison se passe bien. Je fais 1 fois un quart de finale en Coupe du Monde, 1 fois un top 16, je suis bien classé, j'arrive au championnat du monde, assez confiant, je finis 46e. Je suis encore assez loin. J'essaie de ne pas me décourager. L'année suivante, je travaille encore super fort. Au championnat du monde, je me sens encore plus près. Ça va bien aller cette fois-ci, je finis 19e. À ma dernière année junior, à 19 ans, je dois avouer que je n'étais pas sûr que ça allait être possible.
Je me suis dit, tu sais quoi, en allant au championnat du monde, je vais essayer, mon objectif, c'est pas la médaille, je vais essayer de faire un top 8. Si je fais un top 8, je vais être hyper content. La compétition se passe bien au début. Je commence la compétition préliminaire, je gagne 5 victoires sur 6. Je gagne mon premier combat dans le tableau d'élimination directe. La façon que ça fonctionne, une compétition, c'est un tableau comme au hockey. Une équipe contre une autre, le gagnant se prend contre le gagnant d'un autre duel, jusqu'à temps qu'il reste une personne. Je gagne un premier combat, deuxième combat. À mon troisième combat, je suis rendu à un top 32. C'était la même étape que l'année d'avant, j'avais perdu dans cette ronde-là. Puis là, on se prépare doucement au combat et avant d'entrer sur piste, on doit attendre en arrière. Puis là, j'étais assis. Puis à côté de moi, j'avais un de mes amis, un Italien, Luigi Iacometti, qui lui, il se préparait pour son combat. On allait tirer en même temps. Puis là, je lui demande, « Ah, t'es contre qui? » Il me dit, « Ah, je suis contre l'Allemand Hirsman. » Je dis, « Ah, bonne chance. » Puis là, il me demande, « Toi, t'es contre qui? » Je dis, « Je suis contre le Hongrois, Szilágyi. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Szilágyi, c'était pas n'importe quel escrimeur. Il avait participé à 6 Coupes du Monde cette année-là, il en avait gagné 5. Donc là, en disant ça, j'ai mon genou qui tremble un peu, tu sais. Je suis un peu stressé, genre, je suis contre Szilágyi, je vais avoir l'air confiant, tout va bien aller, mais dans ma tête, c'est perdu d'avance, on va pas se mentir. Puis il me regarde et dit, désolé. Désolé. J'avais le genou qui tremblait. À ce moment-là, je pense que j'ai arrêté de trembler. J'ai regardé. Désolé. Désolé. Ils nous ont appelés pour aller en piste. Ah, j'avais encore ça en tête. Désolé. Désolé. As-tu de l'allure? J'avais la chienne, puis là, tout ce qu'ils trouvent à me dire, c'est ça. J'arrive en piste, je suis en train de me brancher, je regarde mon Hongrois. Je suis désolé. Je me mets en garde. J'étais tellement pompé, là. Je sentais que j'avais l'adrénaline qui me coulait par les oreilles. Je me sentais comme un taureau. Je voyais ma cible devant moi. C'était un combat mémorable. J'ai gagné 15-10. En fait, je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé parce que j'étais vraiment dans une autre planète, là. J'ai gagné ce combat-là. La ronde suivante, j'étais contre un Coréen. Les Coréens, en général, ce n'est pas les plus grands, mais ils ont des cuisses gros comme des troncs d'arbres. Ils sont hyper physiques, vraiment forts. Puis là, c'est un bon combat, c'est très serré. C'est rendu 14-14. Puis là, l'arbitre, il dit « En garde, prêt, allez ». Quand il dit « Allez », nous, on bouge. Lui, il décide pas de faire ce qu'on fait une attaque en escrime, ça ressemble à ça. On bouge, on avance comme ça, on recule comme ça, puis on fait une fente quand on veut attaquer. Comme ça. Mais lui, au lieu de faire une fente normale, il fait une fente volante. Donc, il fait une fente, puis il saute 2,5 mètres de loin. Alors là, l'arbitre dit « Allez », j'ai à peine le temps de reculer, il fait sa fente volante, je le bloque, je le touche, je viens de gagner 15-14, j'étais en quart de finale. Puis là, à ce moment-là, j'étais vraiment content. C'est mon objectif que je m'étais mis le matin. Je me prends contre un Roumain, Denis Gianu. Et à la minute de pause, parce que le premier tireur qui sera en 8 points, les deux tireurs ont une minute de pause, à la minute, il mène 8-3. Je vais à mon coin, je vais voir mon entraîneur. J'étais assez découragé, le match se passait vraiment mal. Puis il me regarde, il me dit « Philippe, qu'est-ce que tu fous? Ça fait des années que tu me parles de cette médaille championnat du monde, et là, c'est ta chance. Aujourd'hui, là. L'année prochaine, non, ça ne fonctionnera pas. C'est aujourd'hui, l'opportunité est juste là. Retourne et gagne-moi ça. » J'ai gagné 15-12 en revenant. J'ai gagné 15-12, j'ai remporté la première médaille au championnat du monde pour le Canada au sabre dans l'histoire. Le combat suivant, malheureusement, je me suis incliné contre un autre Coréen, 15-13, un combat très serré. Et j'ai fini cette saison-là classé 2e au monde. J'étais assez content. Mais tout ça, c'est pour vous dire, ces objectifs-là, c'est un peu pour voir le progrès et la motivation. Quand on a un objectif juste à long terme, qui se rêve là, les jeux, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais moi, tous les petits tournois, les aspects techniques que je vais travailler, je pouvais voir le progrès, voir comment ça se passait. Puis finalement, ça m'a vraiment payé.
Et je suis parvenu. Deuxième chose, une fois qu'on a nos objectifs de fait, c'est important d'avoir beaucoup de persévérance. La persévérance, on sait c'est quoi, c'est-à-dire jamais lâcher. Ça peut sembler anodin, mais si on réussit à persévérer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous ces petits moments-là, à chaque fois qu'on s'est dit « je vais en faire un petit peu plus », au bout d'un an, 2 ans, tous ces moments-là, mis ensemble, ça fait un gros bout de chemin. C'est ça qui fait en sorte si on est un peu plus proche ou si on reste loin de cet objectif tant chéri. Et finalement, oui, il n'y a pas de secret, ça va m'en rendre beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand j'ai commencé l'escrime, je m'entraînais 1 fois, ensuite 2 fois, 3 fois semaine. Maintenant, je m'entraîne 11 fois par semaine, 25 heures par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puis c'est difficile. Donc, je vois la nourriture comme du combustible. Je ne peux pas me permettre de manger trop gras, de prendre des cuites à gauche, à droite. Je dois faire bien attention à tout ce que je mange parce que c'est ça qui alimente mon moteur. C'est ça qui fait en sorte si je peux faire des entraînements à mon niveau maximum. Mais quand on a des grands objectifs, des grands rêves, et oui, il y aura des moments difficiles. Dans mon cas, les défaites, c'est jamais facile. On veut toujours se rappeler qu'on fait ça pour le plaisir, c'est le fun, mais on veut se rendre jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Mais une chose que j'ai appris à travers les défaites, parce que j'ai dû perdre au moins 800 fois dans ma vie. Mais à chaque fois que j'ai perdu, je me suis dit, c'est quoi la plus grande défaite que je vais avoir? Ça va être celle dont je n'aurai rien appris. J'ai toujours vu les défaites comme une opportunité de s'améliorer. Si je ne savais pas pourquoi j'avais perdu, j'allais voir même des fois mon adversaire. Sais-tu pourquoi tu as réussi à me battre vraiment facilement? Ça vaut la peine de dire. Tu poses des questions, puis c'est à travers ça qu'on réussit à s'améliorer. Mais la chose dont je suis le plus fier, ce n'est pas tant tous les résultats. Je suis allé 2 fois aux Jeux olympiques. Je suis 18 fois champion canadien. J'ai eu beaucoup de belles victoires, mais c'est vraiment ce sentiment d'avoir accompli un rêve, là, les Jeux olympiques. Imaginez-vous, c'est une photo qui a été prise pendant les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Londres. Par tradition, on demande à tous les athlètes d'entrer dans le stade et de faire le tour de la piste afin de saluer la foule. C'est une sorte de marque de respect. Puis là, on se prépare à rentrer, mais ça, c'est pas n'importe quel stade. C'est le stade de Londres, il y avait 80 000 personnes. On se prépare à rentrer, finalement, quand on nous pointe, on rentre. Première chose, boum! On est étourdi par le bruit de 80 000 personnes qui sont comme ça, là. Wouh! Wouh! C'est la plus grosse fête mondiale, on est là. On dit allô à gauche, à droite, on est super excités. Puis là, à un moment, mon téléphone sonne, je réponds, c'est mon père. C'est mon père et ma mère étaient dans le stade à ce moment-là. Puis là, il me dit « Ah, Philippe, on te voit! » Je suis comme « Ah, OK, cool. » Il dit « Mais Philippe, on est à ta droite. » C'était comme jouer à Où est Charlie version extrême. Là. Ah non, je te vois pas. Puis là, tout le monde est comme ça, là. Wouh! Il me disait, Philippe, on a la main levée. Ah, OK, dommage. Là, finalement, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé, mais ce sentiment d'avoir accompli ce rêve-là, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée en toute ma vie. D'avoir pu accomplir ce rêve-là 2 fois en plus, là. Je veux dire, je vous souhaite vraiment à tous, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment en fond, allez-y, ça en vaut la chandelle. Merci.